mon rôle va être ramené à la plus simple expression, simplement bon, vous présenter nos invités, mais c'est déjà fait. Elena Aoun, qui est donc professeure à Louvain, Bertrand Badi, qui est pas présentable, on ne présente plus, qui est professeur émérite à Sciences Po, et Henri Laurence, qui est pas davantage présentable, qui est professeur au Collège de France. Vous les connaissez, donc c'est tout simple. Euh, j'aurais envie de dire plein de choses sur le Liban, évidemment, parce que je suis très attaché à ce pays, comme beaucoup de personnes qui sont ici. Je voudrais juste évoquer une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours et juste une remarque. Après, je vous passe la parole. L'anecdote, c'est, vous savez, on est les uns ou les autres, quelquefois souvent même invités dans ces chaînes d'infos. C'est toujours un peu un cirque très particulier qu'il faut en général plutôt éviter. Mais il m'arrive d'accepter. J'ai eu un souvenir. C'était la semaine dernière. C'était sur. Alors je vais pas citer le nom de la chaîne, ça serait peu convenable. Oh, C'était LCI. ah, C'était LCI. c'est pas étonnant. Et donc on est là pendant une heure un peu potiche et puis on dit trois mots, etc. Il y avait à ce moment-là, on avait à raisonner, la marine américaine avait à raisonner un bateau, sur 60 minutes, on a passé 45 à parler de ça. Et je dis, entre deux moments où on n'était plus à l'antenne, au présentateur, enfin bon sang, on pourrait parler du Liban quand même, on va quand même pas se focaliser uniquement sur ce foutu bateau. Et la réponse du présentateur, qui est par ailleurs un type intéressant, enfin, il me dit, oui, mais on a des niveaux d'audience et on sait que si on parle du Liban, on va immédiatement décrocher. On va immédiatement décrocher. Parce qu'au Liban, il y a toujours des guerres, ça n'intéresse pas les gens. Et je vous assure qu'il me dit ça, hein, comme ça, et c'était ça, parce qu'ils sont là en train de se surveiller les uns les autres, elles se surveillent les unes des autres, et donc il y a un décrochage d'audience si on parle d'autre chose que de ce qui est immédiatement attirant pour le téléspectateur moyen. Donc c'est vraiment et ça se reflète partout quoi. Et on en parle très peu du Liban. Alors c'est pas la seule raison, mais vraiment c'est très pénible. Et puis la seconde la remarque que je voudrais faire, c'est je suis très content que ça se passe aujourd'hui, puisque nous sommes à quelques jours d'une paix éternelle, puisque le 19 juin, il va y avoir une signature qui va régler tous les problèmes du Moyen-Orient. Et que donc à partir de samedi, je sais même pas si l'IREMO sera encore utile, puisque ça sera la paix éternelle. Mais plus sérieusement, ce qui se passe au Liban, justement, qui est trop souvent occulté, c'est profondément préoccupant parce que je crois que cesser le feu ou pas, il y a une réalité concrète. Moi, j'ai des amis, comme tout le monde ici au Liban, leurs maisons au sud, à Riam en particulier, ont été mais rasées au sens propre du terme, quoi. C'est-à-dire il y a des villages et des villes. Alors c'est une formule qu'on entend comme ça dans la presse, des villages et des villes ont été rasés. Point. Puis on passe à autre chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont ainsi arrachées de leur foyer et avec tout ce que ça implique aussi en référence à leur mémoire même, parce qu'il n'est pas question qu'ils reviennent dans l'immédiat. Donc il y a quelque chose de considérable qui se passe là. Et d'ailleurs, ça a été officiellement évoqué par Katz, qui est le ministre de la Défense, israélien, en disant on va faire au sud du Liban ce qu'on a fait à Gaza. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui vraiment une espèce d'impunité qui est tout à fait inacceptable, quoi. Donc on est vraiment dans un moment tout à fait essentiel. Et je ne vais pas développer la question de la force armée parce que je pense que Bertrand le fera beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que là on a les limites de cette foutue formule de la paix par la force sur laquelle il faudrait qu'on réfléchisse et qui montre justement puisque c'est limite, le côté désastreux de l'affaire, avec peut-être, ça c'est intéressant, mais c'est parce qu'un autre débat, le retour en boomerang pour Netanyahou, qui aujourd'hui va se retrouver en grande difficulté, d'autant plus qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, car il y a des élections bientôt, donc il a peu de chances de pouvoir rebondir, sauf s'il remporte ces élections. Bref, je me tais, j'ai dit que ce serait court. 2 heures plus tard, j'étais encore au micro, donc je me tais, et je passe la parole dans l'ordre. Alors dans l'ordre quoi? Dans l'ordre de la référence historique. Donc, on va demander d'abord à l'historien, donc à Henri d'intervenir, puis ensuite on passera à l'international avec Bertrand, et puis ensuite avec Elena, on viendra sur les préoccupations plus quotidiennes. Chacun a environ 20 minutes, c'est ce qu'on avait dit, je crois. Et puis ensuite, bien entendu, on laisse la parole à la salle et pour lui permettre de parler, je commence par me taire et à passer la parole à Henri. Bon, donc je reprends. En 1770, il y a une Xème guerre russo-ottomane, on a au moins une douzaine dans l'histoire. Donc, je m'y perds dans le calcul.
Et dans ce cadre de cette guerre, il y a une flotte russe qui entre en Méditerranée et qui détruit la flotte ottomane à la bataille de Chesnay. Et c'est le début de l'intégration de l'espace politique de la Méditerranée orientale au système politique européen. Et ça ne manque pas. En 1772, cette flotte russe bombarde Beyrouth. C'est le premier bombardement de Beyrouth enregistré dans l'histoire, mais malheureusement loin d'être le dernier. C'est le moment où les historiens, l'ont déjà dit, c'est le début de la question d'Orient. Et disons que le point essentiel, c'est qu'à partir de cette date, dans les années 1770, l'espace politique de la Méditerranée orientale devient un enjeu pour les puissances européennes et ça va même se dilater lors de la fameuse expédition d'Égypte de Bonaparte jusqu'à l'Indus, en 1798-1801. Et on voit très bien les choses. En 1799, l'armée française de Bonaparte remonte le littoral palestinien. Elle va arriver jusqu'à Tyr. Il y aura même une garnison franco-chiite à Tyr pendant quelques semaines. Et face à eux, il y a le très terrible Khazar Pacha, le Pacha d'Acre, soutenu par le commodore Sidney Smith anglais, qui a fait la résistance à l'invasion française. C'est la bataille d'Acre que les Français perdent, d'où la retraite de Bonaparte vers l'Égypte. Mais là où je dis que c'est un moment essentiel, c'est que au moment de la bataille d'Acre, l'interrogation était qu'est-ce que va faire l'émir de la montagne, Bachir de Chiab. D'un côté, il aurait été plutôt pour les Français, il avait de mauvaises relations avec Jazar Pacha. Mais de l'autre côté, c'est quand même un catholique. Et les Français, ils ont chassé le pape de Rome, etc. Ils ne sont pas en odeur de sainteté en 1799. Ensuite, ils se sont rattrapés, mais en 99, ils ne l'étaient pas. Donc, les Anglais lui envoient un émissaire et il reste avec l'émissaire à discuter et il ne bouge pas pendant la bataille d'Acre. Ce qui va lui sauver la mise, parce qu'après la bataille d'Acre, Jazar Pacha dit, bon, on va dégommer Bachir de Chiab. Et le Sidney Smith dit non, il l'a si très bien comporté. Et donc, c'est le veto britannique qui fait pour la première fois la désignation d'un pouvoir libanais par une puissance européenne en 1799. Et donc, à partir de ce moment-là, on est dans un jeu, pas seulement au Petit Liban, mais sur l'ensemble de la région jusqu'à l'Indus, un jeu d'implication et d'ingérence. L'ingérence, c'est quand la puissance extérieure intervient en faveur de tel ou tel, et l'implication, c'est quand une puissance locale fait intervenir une puissance extérieure pour son propre bénéfice à elle. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu cette année. Les États-Unis, c'est une ingérence, mais Israël, c'est une implication. Et c'est la grammaire politique de la région, l'ADN politique de la région, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Alors, on va passer ensuite à la séquence de ce que jadis mon maître avait appelé l'expérience étatique de Bachir de Chiab de Chevalier. Et le fait que Bachir de Chiab va profiter de la période de l'occupation égyptienne entre 1833 et 1840 pour essayer de jouer son propre rôle. Et du coup, quand les Égyptiens d'Ibrahim Pacha sont battus par une intervention militaire britannique, ingérence. Bachir de Chiab a été obligé d'abandonner son régime et on va passer à un système qu'on a appelé le double Taïm-Kama à 1841-1860 au Liban, c'est-à-dire qu'on va diviser la montagne entre une province, si vous voulez, un district druze et un district maronite. Et du coup, dans ce jeu-là, les Français, pour la première fois, parce qu'avant 1840, ils ne s'occupaient pas des maronites en réalité, les Français vont soutenir les maronites et du coup, les Anglais vont soutenir les Druzes. Et donc, tout combat druso-maronite se répercute en combat franco-britannique. Alors, plutôt les Européens chassent de calmer le jeu plutôt que d'attiser les tensions. C'est plutôt les acteurs locaux qui provoquent les troubles et qui en tout amènent les diplomates européens à avoir la migraine
pour essayer de se sortir de ce désordre libanais qu'ils ont quand même organisé. Alors, disons jusqu'à 1914, pour simplifier les choses, si vous aviez un village mixte druso-maronite dans la montagne libanaise, dans le Chouf, par exemple, si un maronite avait fait une œillade à une fille druze, à ce moment-là, il y aurait un druze qui serait venu se bagarrer avec le maronite, ce qui aurait introduit une protestation du consul de France à Beyrouth, qui aurait amené une protestation du consul britannique à Beyrouth. Si l'affaire n'est pas réglée, on se retransmet l'affaire à l'ambassade de France à Constantinople et à l'ambassade britannique. Et s'ils n'arrivent toujours pas à se d'accord, ça se termine dans un règlement entre Paris et Londres, hein, pour une histoire ridicule de rien du tout dans un village. Et donc, ça veut dire combien l'intégration politique de la région se répercute sur la scène internationale. Donc, la logique de l'ingérence ou de l'implication, c'est une logique qui fait que les forces politiques locales s'alignent sur les alignements politiques internationaux qui dépassent très largement la région. Et les internationaux s'alignent sur les alignements politiques locaux. Et c'est structurel dans la région. Alors bon, il y a 1860, évidemment, alors il faut pas le temps d'expliquer toutes les raisons étonnantes des massacres de 1860. C'est intéressant, c'est que la France fait une intervention militaire en 1860 pour séparer les combattants qui étaient déjà séparés d'ailleurs. C'est la première application du droit d'ingérence qui se fait au nom de l'Europe en 60-61. Alors, il reste à régler le sort de la région. D'où la constitution d'une conférence des ambassadeurs en 1860-61 pour définir l'avenir de la région. Alors, je passe à des projets, des contre-projets, etc. Et puis, ensuite, on quitte le Mont-Liban pour aller discuter à Istanbul. Ça va amener à la création de la Mutasarrifia, c'est-à-dire ce district autonome à l'intérieur de l'Empire ottoman. Mais on voit bien la présence étrangère dans la Mutasarrifia, parce que le gouverneur de la Mutasarrifia, c'est à peu près grossièrement le Mont-Liban, hein, il doit être un chrétien, mais pas un chrétien local. Donc, on prendra un arménien, balkanique, etc., mais pas un chrétien local. Et par ailleurs, les postes vont être divisés entre druzes et maronites selon la répartition démographique à peu près connue des gens. C'est-à-dire que la Mutasarrifia crée ce qu'on appellera plus tard le confessionnalisme politique. Et donc, ce système va bien marcher. Il y a un beau classique fait par un historien qui s'appelait Karl la longue paix, la longue paix, Liban 1861. 1914. Alors, ce qui est assez amusant, c'est quand on regarde la correspondance des Mutasarrifs, c'est-à-dire donc les gouverneurs ottomans chrétiens du Mont-Liban, on trouve les Libanais totalement arriérés, cléricaux, vivant au Moyen-Âge, tandis qu'eux sont des modernes ottomans qui pratiquent Comte Spencer, etc. Donc, les Libanais ont toujours cru que c'était à la pointe de la modernité, mais pour un gouverneur ottoman, c'était des gens complètement retardés. Voilà. Donc ça, c'est l'épisode de la longue paix. Alors, c'est vrai qu'à chaque changement de gouverneur, il y a une conférence des ambassadeurs à Constantinople pour discuter la nomination, la désignation du successeur en entente avec le gouvernement ottoman. Mais il y a un veto européen sur le gouverneur ottoman. Alors évidemment, ce système disparaît à l'automne 1914 avec l'entrée en guerre de l'Empire ottoman. Alors là, on va évidemment éviter la bouteille d'encre de tout ce qui s'est passé entre 1914 et 1921 dans la région, parce que les Arabes ont des heures d'explication, et mes collègues seront pas contents. Et il faut retenir que les Français s'appuient sur leur volonté d'avoir la Syrie.
et donc accessoirement le Liban, mais que les Américains ont l'idée curieuse de confiner la population. Donc, il faut que désespérément les Français trouvent des locaux qui demandent la présence. Donc, ce sont les marronnites. Donc, ils cèdent à la revendication maronite de la constitution d'un État du Grand Liban, alors qu'au départ, les Français n'en voulaient pas. Ils voulaient une sorte de Moutasarafia un peu élargie, autonome, mais ils ne voulaient pas un État du Grand Liban. Et c'est l'exigence de consultation des populations qui a amené les Français à créer le Mont Liban. Du coup, les pauvres Français vont être amenés à gérer entre 1920 et 1945 l'ensemble libanais. Alors, on les a accusés d'avoir divisé pour régner. Ben non, c'était surtout une époque où justement le système confessionnel se développait à pleine vitesse. Ne serait-ce que les musulmans non sunnites s'autonomisaient par rapport aux sunnites, donc créer une communauté druze, une communauté chiite, etc. Il n'existait pas auparavant. Les chiites étaient très contents du mandat français parce que ça les mettait en dehors de l'autorité musulmane sunnite. Mais ils ne disaient pas trop pour pas paraître comme des traîtres. Mais c'est à peu près la même chose. Mais disons pour simplifier que les Français, durant la période mandataire, ont d'abord fait une politique confessionnelle, plutôt pour protéger les musulmans dans une première phase contre l'hégémonie chrétienne. Et puis, disons, à partir du début des années 30, à l'inverse, protéger les chrétiens par rapport à une hégémonie musulmane. Ce qui fait qu'il y avait un problème identitaire libanais. Qu'est-ce que nous sommes? Alors, les chrétiens disaient, vous êtes les descendants des Phéniciens, ce qui est évidemment absurde, puisque les Phéniciens, ils viennent ils étaient sur le littoral et que les Libanais d'aujourd'hui descendent tous de la montagne, pratiquement. Ça n'a pas d'héritage phénicien particulier. Donc, il fallait essayer de définir une identité libanaise. Et alors, le problème, c'est que les chrétiens s'appuyaient sur l'Occident, surtout les Marmons, et que les musulmans s'appuyaient sur l'unité arabe, les projets arabes, au moins de constitution, cette période. Donc, ce qu'on a appelé le pacte national de 1943 était fondé sur ce qu'on appelait une double négation. Les chrétiens arrêtaient de demander le soutien occidental, les Français en particulier, et les musulmans ne remettaient pas en cause l'existence de l'État libanais. Ce qu'on a appelé l'État du Liban n'est pas un État arabe, mais il a un visage arabe. Ça m'était pas vraiment plus. Constitution. Pour ce cas, même si, évidemment, le Liban appartient à la Ligue des États arabes qui se constitue en 1945, et il appartient aussi aux Nations Unies à partir de la conférence de San Francisco au début de 1945. Et c'est cette question du visage arabe qui va dominer en quelque sorte la politique libanaise entre 1945 et 1975. Quand il y a la création de la République arabe unie en 1958, c'est-à-dire la fusion de la Syrie et de l'Égypte sous l'autorité de Gamal Abdel Nasser, bah, les musulmans sunnites, mais chiites aussi, se précipitent à Damas saluer Nasser. Évidemment, les chrétiens pas se ça parce qu'ils voient juste au dessus un risque pour le maintien de l'existence de l'État libanais. Alors, je passe sur les détails, ça mènera à la première guerre civile de 1958, qui sera résolu par quelque chose de vraiment funeste. Et le débarquement américain à Beyrouth en juillet 1958, de mémoire, ça doit être le 15 ou le 16 juillet 1958. Donc, vous voyez, les barges américaines qui débarquent, qui sont arrivés sur la plage à côté de Beyrouth, ils tombent sur des dames en bikini. Et les gens qui se précipitent sur eux, ce pas des miliciens, ce sont les vendeurs de bouteilles de Coca-Cola. Vendent leur Coca-Cola aux GIs en train de débarquer au Liban. On aimerait que tous les autres débarquements soient comme ça. Et donc, ça va amener un nouveau compromis avec l'élection de Fouad Chihab,
comme président de la République en 1958. À la fois Chiab, il pensait pouvoir résoudre les contradictions libanaises par des réformes sociales profondes de la société libanaise. C'est ce qu'on appelait le chiabisme, qui a fait de belles réussites matérielles, etc. Mais bon, qui a échoué politiquement devant la montée des tensions. Montée des tensions qui est liée à l'État d'Israël et à la cause palestinienne. C'est-à-dire, à ce moment-là, si vous voulez, pour simplifier les choses, il y a eu ce qu'on a appelé la guerre des frontières entre Israël et ses voisins arabes. Exactement ce qu'on voit encore aujourd'hui. Et dans cette guerre des frontières, les Israéliens, pour éviter les infiltrations de Palestiniens dès le début des années 50, à partir de 53, on appelle ces Palestiniens des fédayines. Donc, pour lutter contre les infiltrations des fédayines, ils tapent sur l'État voisin pour lui dire on te détruit ou tu contrôles ta frontière. Ce que fait l'Égypte et la Jordanie entre 1956 pour l'Égypte et 1958 pour la Jordanie, ils prennent le contrôle de la frontière. Donc ça a marché. Avec le problème supplémentaire, si on demande à l'État voisin de contrôler sa frontière, il devient militairement important, donc il devient un danger pour Israël et on retombe sur le problème précédent. D'où le fait que quand on commence à appliquer cette politique au Liban à partir des premières infiltrations de Fedaïn en 1965 au Liban, les Israéliens commencent à taper sur l'État libanais et la société libanaise et sur les Palestiniens qui sont au Liban. Mais au lieu de voir un État qui se renforce pour résister, on a un État qui se délite au Liban. Et cette destruction progressive de l'État fait basculer le Liban dans un système milicien qui va arriver en avril 1975, mais ce qui concerne bien évidemment. Alors, à la guerre civile libanaise, j'ai fait jadis un travail avec Samir Nassir pour essayer de comprendre la guerre libanaise. On avait défini chaque protagoniste d'une lettre. Il y avait A, il y avait B, il y avait C, il y avait D, etc. Et on montrait que chaque épisode de la guerre libanaise était un changement de combinaison. Donc, on avait A et C contre B, puis B et D contre A, et ainsi de suite. Donc, le problème n'était plus de jouer des combinatoires, mais savoir comment passer d'une combinaison à une autre. On a tout vu, hein. On a même vu, à la fin de la guerre, des forces libanaises introduire des miliciens palestiniens pour combattre les chiites dans la banlieue sud. Donc, toutes les alliances possibles ont eu lieu. Alors, c'est vrai que la guerre s'est déclenchée sur les rapports internes de la société libanaise, on ne peut pas le nier, mais elle est devenue assez rapidement ce que mon ami Hassan Tuini a appelé d'un terme génial la guerre pour les autres. Et elle est donc devenue la guerre pour les autres parce que la guerre s'est autofinancée par les soutiens des différentes puissances arabes ou internationales aux différents acteurs de la guerre libanaise, y compris certains acteurs financés de camps à la fois pour des raisons inverses, c'est-à-dire la main gauche ignorait la main droite. Disons que les Saoudiens finançaient la gauche libanaise parce qu'elle était musulmane, la droite chrétienne parce qu'elle était droite. Donc finalement, c'était un peu un gâchis. Et donc, cette guerre pour les autres, elle a introduit une fin de guerre qui a eu lieu finalement pour des raisons externes, en dehors de l'épuisement de la société libanaise, évidemment, c'est-à-dire la guerre de 1990-91 sur le Koweït. Et le prix à payer était l'hégémonie syrienne reconnue par les Occidentaux sur le Liban. Alors, on peut contester cette hégémonie, on peut contester l'accaparement des ressources, etc. Mais il y a eu un retour à l'ordre. Il y a eu la suppression des milices, sauf le Hezbollah. Moi, je me rappelle quand on était allé au Liban dans les années 80, avant la fin de la guerre, l'angoisse, c'était s'il y a une paix, que deviendront les miliciens? Et après 90, on les a plus vus. Point à la vie. À part ceux du Hezbollah, les autres miliciens avaient disparu de la scène.
Alors ensuite, on peut revenir évidemment sur la révolution des cèdres, etc. Mais je crois que j'ai peut-être déjà largement empiété. Encore 2 minutes. Pour conclure, il n'y a pas une spécificité libanaise de ce côté-là. Il y a un cas particulier de Liban dans un jeu d'ingérence et d'implication qui est vraiment la grammaire politique de la région. Ce qu'on voit dans le Golfe aujourd'hui est exactement un jeu d'ingérence et d'implication avec des raisonnements. Les pays arabes du Golfe, ils ont demandé des bases américaines pour se protéger de l'Iran, c'est parce qu'ils ont des bases américaines qui se font bombarder. Voilà, c'est des problèmes de la région. Mais autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le Liban s'est exporté. En fait, la principale exportation du Liban, c'est des hybridations. Alors, il y a une hybridation franco-libanaise dont on voit ici des bons résultats. Vous avez les hybridations libano-canadiennes, libano-américaines, libano-brésiliennes, etc. C'est-à-dire que ce petit espace de 10 000 et quelques kilomètres carrés est branché sur le monde entier. Et on disait au début du XXe siècle que les villages libanais se considéraient comme à des distances colossales parce qu'ils étaient à 15 kilomètres de distance, mais que chacun des deux villages était lié directement à Detroit, Chicago, Rio de Janeiro, Buenos Aires, etc. Vous ne pouvez pas penser le Liban sans penser que la majorité des Libanais est à l'extérieur du Liban et que c'est une société qui vibre à l'international comme jamais aucune autre société dans le monde le fait. Docteur? Donc, je disais, troisième séquence, que tu viens de faire la transition parfaite, puisque maintenant, avec Bertrand m'a dit, on va passer à une analyse globale, c'est-à-dire internationale. Je te passe la parole. Alors, tu disais que Henri avait fait une petite transition. Je crois qu'effectivement, le dernier mot était... Moi, j'ai un inconvénient et un avantage par rapport à mes deux voisins, c'est que je suis spécialiste de rien. C'est-à-dire, je ne suis pas historien, je ne suis pas spécialiste du Liban, et que donc, évidemment, ça me rend modeste, et il faudra que vous l'acceptiez comme tel. En même temps, ça me donne le droit de prendre pas mal de sens interdits, c'est ce que je vous propose de faire avec vous. Alors, je veux dire que le sujet que nous avons tiré, que vous nous avez donné, et je vous l'avais dit dès notre premier contact, est un sujet extrêmement stimulant. Et vous avez tout à fait raison, vous avez dit l'essentiel dans votre introduction de tout à l'heure, c'est-à-dire que on a tendance, et ça fait partie de notre héritage en même temps académique et politique, à séparer l'international de l'interne, c'est-à-dire, voilà, il y a les systèmes politiques qui fonctionnent autour d'eux-mêmes, et puis il y a ce que le global, cette espèce d'éther qui nous entoure. Or, on ne peut plus travailler comme ça. Enfin, dans l'établissement où j'enseigne, on nous demande de revenir à cette vision ultra traditionnelle et réactionnaire qui consiste à séparer l'interne de l'externe, alors que dans le monde tel que nous le vivons aujourd'hui, toute la richesse et toute l'énigme tient précisément à cette très étrange dialectique entre l'interne et l'externe. Comment finalement l'interne ne cesse d'être remodelé par l'externe et comment l'interne lui rend son pareil. Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce que c'est un combat inégal. On sait ce que l'externe exerce comme pression sur les systèmes politiques, mais il est très difficile de deviner, de comprendre l'effet retour. C'est-à-dire comment les sociétés réagissent, se restructurent sous le poids de ces facteurs extérieurs. C'est ce que j'ai appelé dans un bouquin récent la mystérieuse énergie sociale. C'est-à-dire une énergie sociale qui sort des systèmes politiques, qui est absolument incontrôlable, qui est absolument imprévisible. Par exemple, la question
à 1000, 10 000 ou je ne sais combien de dollars ou d'euros, c'est comment la société iranienne va finalement réagir à tout ce qui se passe au Grand Moyen-Orient depuis plusieurs mois. Personne ne le sait. Personne ne sait si cette société va être active ou passive, réprimée ou exprimée. Et donc, on est là face à un duel inégal, un externe assez prévisible, même si la pathologie de certains leaders et de certains chefs d'État rend leur stratégie plus difficile à prévoir, et de toute manière, l'imprévisibilité absolue des dynamiques sociales. Alors, d'abord, la première question, c'est de se demander quelles sont les formes d'expression de l'international sur l'interne. Alors, il y en a toute une série, bien entendu. Il faut en distinguer deux. Il y a deux dimensions sur ces tensions internationales telles qu'elles viennent peser sur les systèmes politiques. Il y a tout ce qui a rapport à la domination. Et là, bien entendu, dans le cas du Liban, mais pas seulement dans le cas du Liban, on trouve trois moments. Le moment colonial, ou ce qui peut s'y apparenter, j'apparenterai le modèle mandataire à un modèle colonial, le modèle néocolonial ou postcolonial, c'est-à-dire la manière dont les formes anciennes de colonisation viennent se pérenniser, même si les institutions ont disparu, et puis le moment hégémonique. Alors le moment hégémonique, c'est autre chose, c'est la manière dont la grande puissance est désirée, appelée, attendue pour venir gérer ou transformer ou protéger le système politique tel qu'il est. Ça, c'est l'aspect domination. Il y a un autre aspect qui est, je l'appellerais, l'aspect systémique. C'est-à-dire, la contrainte internationale, les tensions internationales, c'est pas seulement les effets de domination. C'est tout simplement le fait de s'insérer dans un système qui aujourd'hui est mondialisé, où tout le monde touche tout le monde, où les interactions sont multiples et absolues. Et là, il faut tenir compte de plusieurs éléments. Ils sont d'abord la structure du système international. Le système bipolaire n'agit pas de la même manière que le système multipolaire. Seulement, le problème, c'est que dans la tête des gens, le système bipolaire, c'est comme s'il n'avait pas totalement disparu. C'est déjà une première ambiguïté sur laquelle on reviendra. Et puis, vous avez ensuite la fluidité du système. Ça, c'est très important, j'y reviendrai, dans la mesure où nous sommes passés d'un système très campé, structuré, à un système extraordinairement fluide. Le système international est un système qui s'ouvre aujourd'hui au polyamour diplomatique, c'est-à-dire à la possibilité pour les États de changer de partenaire à chaque occasion et à chaque aubaine. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, je reviendrai, je suis pas sûr que le Liban soit tellement dans cette situation, mais l'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman, la Turquie de M. Erdogan, les Émirats Arabes Unis, c'est plus qu'un changement de partenaire, c'est plusieurs partenaires en même temps. Est-ce que un diplomate français a appelé la partouze diplomatique? C'est un petit peu ça, c'est une pas été l'expression, mais elle n'est pas de moi, donc j'ai le droit de vous l'offrir. Et puis, enfin, il y a un troisième élément qui est extrêmement important, sur lequel je reviendrai plus en détail, qui est l'émergence de puissances régionales. Ça, c'est tabou. C'est-à-dire, les vieilles puissances ont horreur qu'on parle de puissance régionale. Je pense, parce que mes amis en pensent, mais que l'un des paramètres majeurs de la crise moyen-orientale aujourd'hui, c'est l'émergence de puissances régionales qui ne parviennent pas totalement à s'accomplir et que les vieilles puissances craignent de voir monter et les marginaliser du même coup. Alors, face à cela, sans vouloir me risquer dans le genre historien, parce que le bien d'aujourd'hui n'est pas loin, il pourrait m'envoyer beaucoup de baffes, je voudrais distinguer peut-être trois temporalités pour travailler sur notre sujet et sur le Liban. Il y a quelque chose qui est absolument passionnant, c'est de voir comment tous ces systèmes politiques, et en particulier le système libanais, s'est peu à peu intégré dans la bipolarité. Ce n'est pas gagné d'avance, hein, mais c'est un premier temps. C'est-à-dire cette maturation, je dirais entre guillemets, bien entendu, du Liban par son intégration dans un système bipolaire dont il n'était nullement et aucunement responsable, puisqu'il était hors de l'histoire de la constitution de cette bipolarité.
Et après, on est entré dans le temps de la post-bipolarité, qui est également très, très passionnante, c'est-à-dire la manière dont on va réagir à la chute du mur, à la disparition de l'URSS, à la transformation du système international. Et puis, je crains que Henri disait que sa force, c'est de pouvoir toujours parler de ce qu'il y a avant. Moi, ma faiblesse, c'est l'envie de pouvoir parler de ce qui va se passer après. Hein. Et parmi ce qui peut se passer après, c'est cette reconflictualisation. J'ai de plus en plus envie de travailler sur la reconflictualisation, c'est-à-dire la manière dont les conflits sont complètement repensés et du coup viennent complètement transformer par effet rétroactif ou réactif plus exactement le système international. J'aurais probablement pas le temps de traiter du troisième point parce que maître Jean-Paul va probablement m'arrêter avant. Alors, quand même quelques mots sur les modalités d'entrée du Liban dans le système bipolaire. Je n'aurais pas à m'y attarder trop parce que c'est un sujet d'histoire maintenant, mais pas tout à fait d'histoire. C'est-à-dire que je pense que ce qui caractérise le système international actuel, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique ou en Afrique, c'est la mémoire bipolaire. C'est-à-dire, on fait comme si le monde n'avait pas changé parce que ces gens-là ont été, ces dirigeants, ces penseurs, ces analystes ont été formés du temps de la bipolarité et des faits générationnels en plein. Alors, bien sûr, Henri a parlé de 1958, ce qui est quand même extrêmement intéressant parce que avant 1958, la bipolarité, elle n'avait pas beaucoup envahi le Grand Moyen-Orient. Faut quand même pas oublier que le grand événement structurant du Moyen-Orient, qui est quand même le plan de partage, n'avait pas été un enjeu de compétition entre l'URSS et les États-Unis. À la limite, je parle sous ton contrôle, un Roosevelt était moins chaud pour la constitution d'Israël qu'un Staline, que l'oncle Joe. C'est presque l'oncle Joe qui a convaincu Roosevelt qu'il fallait y aller. Bon, avec Truman, ça sera déjà un peu différent. Et puis, il faut pas oublier comment la Tchécoslovaquie livrait des armes à Israël. Donc, jusqu'en 1956, ça n'a rien passé. Ce qui s'est passé, peut-être, je ne sais pas si c'est le point de départ, c'est lorsqu'en 1956, et sous à Suez, on a demandé à M. Chamoun de rompre ses relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne et la France pour les punir, là, et que à ce moment-là, Chamoun a dit non, on est des Occidentaux. Et ça, c'est le premier pas d'entrée, c'est très intéressant, et donc on voit toute l'équivoque, c'est pour ça que je voulais vous en parler, ça va peser sur la suite, c'est-à-dire sur cette espèce d'alignement, en tous les cas, de la culture maronite sur la culture occidentale. Et ça, c'est quelque chose que on va retrouver sous d'autres formes dans d'autres pays. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est extrêmement intéressant. Et du coup, le contre-choc, ça a été effectivement la partie Coca-Cola que décrivait tout à l'heure Henri, c'est-à-dire l'entrée des États-Unis sur le sol libanais avec l'expédition de 1958, mais du coup l'entrée de la bipolarité dans ce jeu. Alors c'est très intéressant parce que tu me contredis si c'est faux, l'URSS n'a pas beaucoup réagi à l'intervention. Il y avait quelque chose qui ressemblait à un plan de partage déjà. C'est-à-dire on voyait monter, les jeux n'étaient pas faits, mais on voyait le coup d'État de Qassem qui a eu lieu pratiquement le même jour. C'est pas le Irakien, un coup de voilà, exactement. Et donc, on voit bien que l'URSS s'intéresse à ce qui se passe en Irak, a quand même les yeux doux pour Nasser, même si là non plus les choses ne sont pas filées. Mais c'est tout à fait intéressant de voir comment, en l'espace de 2 années, 56-58, la dualité Est-Ouest va envahir, conditionner, structurer le jeu moyen-oriental. Alors, moi, mon pari, c'est vraiment un pari, une hypothèse sur laquelle il faudrait bien sûr travailler, c'est que ça a été une incitation formidable à la paresse. C'est-à-dire, effectivement, chacun avait son patron, finalement, il suffisait de suivre le patron, et même quand ça chauffait trop, eh ben, les deux patrons s'entendaient. Je vous rappelle 1967, et surtout, je vous rappelle l'alerte nucléaire du 23 octobre 1973, Léonid Brejnev, qui était au Bolchoï à ce moment-là, et un coup de fil de Nixon, et ils arrangent tout ça entre eux.
finalement, on était dans un jeu codé, dans un jeu facile, dans un jeu protecteur, dans un jeu qui limitait les dégâts. Et en même temps, il faut pas l'oublier parce que c'est tout l'équivoque et ça renvoie à votre propos introductif, un jeu qui n'empêchait pas les déstabilisations intérieures. C'est-à-dire que 1975, le début de la Grande Guerre civile au Liban, on est en pleine bipolarité, en pleine guerre froide et en plein flirt entre Washington et Moscou. Hein. On avait Nixon était parti, c'était Gerald Ford qui était à ce moment-là au pouvoir à la Maison-Blanche, mais il s'entendait très très bien avec Léonid Brejnev, et donc ils n'ont rien fait pour essayer de contenir, même si faut quand même voir. Et alors en plus, ce qui va justement compliquer l'imbroglio dans cette affaire et qui montre bien qu'il y a à un certain niveau quand même une séparation entre l'interne et l'externe. Alors, moi, mon hypothèse, c'est une hypothèse de nostalgie. C'est-à-dire, on n'arrive pas à se guérir de ce genre de choses, et notamment à Beyrouth, et on l'a vu avec les négociations, entre guillemets, et beaucoup de guillemets récentes, l'espoir en Washington pour régler un problème, alors qu'un étudiant de première année de relations internationales, même une petite fac de province, sait fort bien que la crise libanaise ou libano-israélienne ne peut pas se régler à Washington par une négociation entre un émissaire, un plénipotentiaire libanais amputé du Hezbollah et des plénipotentiaires israéliens. Bon. Et c'est quand même extraordinaire de voir, enfin, moi j'ai eu la chance, mais probablement moins que vous, de rencontrer Nawaf Salam plusieurs reprises. C'est un homme qui frappe par sa finesse, son intelligence, sa subtilité. Comment il peut pas comprendre ça? Je comprends pas. Moi, il m'aurait rendu ça en copie, je n'aurais pas mis la moyenne. Donc, ça, c'est le signe de cette nostalgie structurante de la période bipolaire. Alors, ensuite, on est entré dans ce temps de la post-bipolarité sans oublier ce temps bipolaire. Cette post-bipolarité, elle a deux caractéristiques. L'une, je le disais tout à l'heure, et je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est la fluidité. C'est-à-dire comment le monde arabe va-t-il s'adapter à la fluidité nouvelle et à la décampisation des relations internationales. Alors, le phénomène est remarquable dans la péninsule arabique, où on va assister à une surenchère absolument incroyable dans ce jeu d'adaptation à la fluidité, l'arrivée de la Chine, le flirt entre Mohamed Salman et Poutine, notamment sur les questions pétrolières, le rôle des Émirats arabes unis, État mafieux qui s'entend avec à peu près tout le monde, et notamment avec Hemeti, avec Haftar, avec tout un tas de gens. Ça, c'est l'entrée, c'est tout à fait nouveau dans la diplomatie arabe, de cette extraordinaire fluidité. Alors, je sais que tu ne crois pas en la pertinence du pacte de Quincy, enfin, quand même, par rapport à ce temps sain, on voit là la rupture. En fait, ça ne marche pas, me semble-t-il, mais là, j'y connais rien, hein, mais c'est ce que j'ai essayé de vérifier, ça ne marche pas avec le Liban. Le Liban n'arrive pas à s'inscrire dans cette fluidité des relations internationales. La Syrie d'Al-Shara y réussit parfaitement. D'un certain point de vue, l'Irak également, la péninsule arabique, je l'ai dit également, le Maghreb et l'Égypte, de manière fantastique. L'Égypte joue, on ne le dit pas, mais Sisi passe son temps à flirter avec Poutine. L'Algérie, avec un peu tout le monde. Bon, le Maroc, c'est peut-être un peu différent, mais enfin, garde des relations avec la Russie, est intéressant. Bon, tous ces gens-là fricotent avec la Chine également. Et le Liban ne joue pas tellement de jeu de fou. Et ça, c'est probablement un handicap dans son jeu diplomatique et finalement une incapacité forte parce que quand vous ne pouvez pas jouer de ce jeu de la transaction et de la fluidité, vous êtes paralysé dans un modèle qui vous rend d'autant plus vulnérable. L'autre élément, et ça j'insiste beaucoup parce que ça c'est vraiment l'avenir immédiat, c'est dans un jeu fluide, dépolarisé après la chute du mur,
qu'est-ce qui se passe? Monsieur de la Palisse nous l'aurait dit, spontanément. Il se produit une montée des appétits de puissance régionale. Une puissance régionale du temps de la bipolarité, c'était alors pour le coup, alors je rends ce mot, des proxys. Et le Shah d'Iran était le proxy de Washington, de la diplomatie américaine. Alors on parlait de Qassem. Khrouchtchev n'aimait pas Aref. Il l'appelait le bout. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Ah oui, évidemment, ça se fait pas, ça. Et donc, enfin, on était là dans un jeu où on était puissance régionale que parce qu'on était mandaté par l'une des deux puissances. Maintenant, c'est fini. D'ailleurs, on veut être puissance régionale pour être une puissance régionale. Et ces puissances régionales, après toutes les transformations du Grand Moyen-Orient, il y en a finalement 3 qui sont crédibles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ces 3, il y en a 2 qui ne sont pas arabes. C'est-à-dire, c'est la Turquie et c'est l'Iran. Et la seule puissance arabe qui se croit confortée dans cette ambition et cet appétit de puissance régionale, c'est l'Arabie saoudite. L'Égypte, n'arrive pas à se remettre du printemps arabe. La Syrie et l'Irak, on sait ce qui leur est arrivé. Donc effectivement, c'est un jeu triangulaire et le Liban va devenir l'otage de ce jeu triangulaire. Et d'un jeu triangulaire où la République islamique, avec tous les désastres bien sûr qui l'accompagnent, rien envie de défendre celui-ci, a joué très fin. C'est-à-dire, nous explique aujourd'hui, écoutez, c'est moi qui vais décider du sort du Liban. Ou si c'est pas moi qui vais décider tout seul, en tous les cas, je suis incontournable. Ce qui est la définition même en sciences politiques et en relations internationales d'une puissance régionale. C'est-à-dire, si vous voulez régler les problèmes, il faut passer par chez moi. Et ça, c'est un jeu qui va se banaliser. Alors, la Turquie a un peu de mal au Liban, me semble-t-il, pour s'imposer. Elle préfère, pour l'instant, limiter son jeu de puissance régionale à l'Irak et à la Syrie, mais la Turquie supportant mal que son rival potentiel iranien vienne s'installer dans certaines positions au Moyen-Orient, s'intéresse de plus en plus à la question libanaise et d'une façon générale à la configuration du Moyen-Orient. Alors, c'est assez intéressant quand même parce que j'avais dirigé une thèse sur justement les relations entre le monde arabe et la Turquie, et on voit que la Turquie est très active, surtout depuis que l'AKP est arrivé au pouvoir, un soft power turc. Tous les feuilletons, style Un si grand soleil, version turque, sont déversés sur les télévisions arabes, en particulier sur la télévision libanaise. Les exportations, le commerce entre les deux pays va fleurissant. Et évidemment, face à cela, on voit tout l'embarras de l'Arabie saoudite, qui paradoxalement est dans un jeu beaucoup plus étriqué que le jeu iranien. Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite, dans son rapport au Liban, est liée à un certain nombre d'acteurs, ça rappelle notamment la famille Hariri, et qui vient d'autant limiter sa capacité d'action. Et là, c'est de dire, à partir du moment où j'ai la main sur un mot, je suis par définition en situation de puissance régionale. Ce que finalement, tu disais très bien tout à l'heure que les autres milices avaient disparu, donc pour les autres pays, c'est beaucoup moins facile de pouvoir s'intégrer dans le jeu. Alors, je suis presque au bout. Combien? 2 minutes. Oui, c'est systématique chez toi, les 2 minutes. Bon, et donc je voudrais terminer sur peut-être ce troisième temps qui est en train de se développer, que j'appelle la reconflictualisation. Alors évidemment, sortez votre tube de l'exomile parce que ce que je vais vous dire n'est pas très agréable à entendre. C'est-à-dire que dans ce jeu qui n'est plus codifié, dans lequel les grandes puissances sont en situation de retrait, de marginalisation,
les puissances régionales avaient peut-être cette exceptionnalité, je l'ai même pas cité, qui Israël était une puissance régionale, une puissance dans la région. C'est quand même quelque chose de très, très différent. J'opterais plutôt pour la deuxième formule. Mais tout ceci conduit à un usage paradoxal de la puissance. C'est-à-dire que si vous avez remarqué, la puissance, dans le Moyen-Orient depuis 1945, elle a pratiquement jamais abouti. Les guerres apparemment gagnées par Israël n'ont jamais permis à Israël de construire un ordre régional conforme à ses objectifs réels et finaux. Jamais la résistance palestinienne, jusqu'à son incarnation dernière, pardon, j'ai pas dit que le Hamas c'était la résistance, j'ai pas envie de finir en garde à vue ce soir. Mais bah oui, on est plus libre de s'exprimer et de faire des analyses, c'est terrible. Mais en tous les cas, on voit que toutes les formes de mobilisation, ce terme-là, les flics ne connaissent pas, donc on peut y aller, de mobilisation palestinienne n'ont jamais été éradiquées. Moi, Netanyahou me fait toujours penser au général Massu qui disait en 1957 on a éradiqué le terrorisme FLN. Eh ben, l'autre il dit exactement la même chose, sauf qu'il parle pas du FLN, mais le constat est tout aussi paradoxal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça, c'est dans ma dernière minute, peut-être la phrase la plus importante, que la puissance a de plus en plus une capacité destructrice. Et tout le monde s'en fout, mais ça a valu la mort de 100 000 Gazaouis et notamment de 15 000 enfants. Donc la puissance est de plus en plus destructrice, mais elle n'a jamais été si peu constructrice. C'est-à-dire incapable de produire un ordre. Et tout le problème est là, parce qu'à partir du moment où la puissance détruit mais ne construit pas, les stratégies de la puissance, les stratèges de la puissance ont pour unique ambition, non pas de gagner, mais d'affaiblir au maximum l'adversaire et de chaotiser son environnement de manière à pouvoir survivre grâce aux ruines que l'on aura créées, construites, si je puis dire, développées autour de soi. Et ça, cette chaotisation, elle a un effet mécanique. Elle a un effet mécanique, c'est plus on détruit, plus on chaotise, plus on crée un sentiment de ressentiment, une volonté de vengeance, une volonté de réagir, et on risque ainsi d'assister à une reconflictualisation durable et pérenne du jeu régional. Je vous remercie. J'aurais envie, mais faut le faire. Attendez. De me laisser 2 minutes. J'aurais envie de te laisser une demi-heure. Non, mais je vais laisser la parole à Elena. Moi, je suis là juste pour distribuer la parole, mais en vous écoutant tous les deux, j'ai envie de dire, il faudrait continuer la discussion pour essayer de davantage se rencontrer entre des éléments structurants de l'histoire propre du Moyen-Orient et des conditions d'évolution du système international. Moi, en t'écoutant, comme l'écoutait Henri tout à l'heure, j'avais une lecture évidemment différente. J'avais le sentiment que cette histoire du Moyen-Orient et des dimensions internationales qui l'entourent sont intrinsèquement liés à bien des facteurs, et en particulier liés à des facteurs qui sont au fond liés à l'histoire de ces peuples. Et c'est une histoire tragique. Ce que je veux dire par là, par exemple, c'est que il y a un mot qu'il faut toujours prononcer dans cette région. Tu me diras qu'on peut le trouver bien ailleurs, au Rwanda par exemple. Mais le terme, chaque fois que je pense à cette région, je pense au terme existentiel. Et on est dans des rapports de force au Moyen-Orient, que ce soit en Irak, que ce soit évidemment en Palestine, en Israël, où le terme existentiel est constant, est vécu comme ça, ressenti. Chez les Libanais, c'est la même chose. Et ça, c'est inhérent à leur histoire, une histoire très spécifique, dans laquelle je n'inclus pas l'Égypte, par exemple, ni non plus tout à fait les pays du Golfe, qui ont une histoire différente. D'ailleurs, ils l'ont démarré un peu plus tardivement. Ils ont démarré avec leur indépendance dans les années 70. Donc, il y a tout ça qui s'entrechoque, et moi, je serais tenté de dire, à partir de tout ça, on pourrait rediscuter de l'impact de ces histoires tragiques
qui tiennent au corps à ces peuples. Les Israéliens sont toujours, depuis même l'époque mandataire, en rapport existentiel. Les Palestiniens, c'est pareil. Quand on parle des Druzes, par exemple, j'ai discuté avec les Druzes il y a pas longtemps, et quand tu parlais bon, c'est toi qui évoquais le ABCD, mais les Druzes, spécifiquement dans un rapport ABCD, c'est-à-dire on prenait l'alliance nécessaire au moment précis où on avait besoin existentiellement. Quand Walid Jumla, par exemple, raconte un peu comment il se positionne par rapport aux uns et aux autres en fonction des configurations, indépendamment des configurations internationales, elles sont vitales. Sinon, elles disparaissent. Tu vois, il y a tous ces éléments-là. Mais j'ai dit que je ne faisais que distribuer la parole. C'est juste quelques remarques pour provoquer d'autres réactions plus tard. Je me tais et je passe la parole à Elena pour, pareil, une vingtaine de minutes. Et puis, à 18 minutes, vous me demandez combien de temps, je vous répondrai, il vous reste 2 minutes. Mais je tenais quand même à commencer en espérant que celles qui ont de la famille et des amis au Liban, et bien que ces derniers, que vos familles, vos amis au Liban soient safe et voilà, qui tiennent bien le coup. Voilà, mes pensées sont constamment dans ce coin du monde. Et comme vous le voyez ici, il n'y a pas moyen de peindre ça. Excusez-moi. Donc, moi, je reprends un peu tout ça en mettant l'accent sur le Hezbollah et en insistant sur la dimension de la trajectoire et du phénomène de la violence. Et vous allez voir, je recoupe énormément de choses qui ont été dites, d'autant plus que aujourd'hui, le Hezbollah est au cœur de ce qui est en train de se passer. C'est lui qui est accusé d'avoir réactivé le conflit au Liban après le 7 octobre 2023. On a 2 épisodes dévastateurs, un à l'automne 2024 et puis un qui a commencé en mars et qui n'est pas encore fini. Et puis pour beaucoup, dans les discours, on entend dire que le Hezbollah, c'est comme le problème, et que c'est que la marionnette de l'Iran, c'est l'instrument de l'Iran, et qu'il suffirait de le désarmer pour que le Liban recouvre sa pleine souveraineté et puisse vivre vraiment en paix avec son voisin israélien. Alors évidemment, moi je vais essayer de détricoter tout cela en rappelant que le Hezbollah est une conséquence et pas une cause, que c'est un acteur qui est né des dynamiques endogènes libanaises, même si bien évidemment il est en convergence d'intérêts, notamment avec l'Iran, et que c'est un acteur qui a évolué à travers le temps, notamment en raison des échecs du fameux État libanais dans la période post-guerre civile, les échecs aussi du processus de paix au Moyen-Orient et la polarisation durant cette période de fluidité, la post-guerre froide, la polarisation à la fois extrême mais également violente des échiquiers locaux, libanais, régionaux, internationaux. Et bien évidemment, ne pas comprendre tous ces éléments-là avec un discours de diabolisation, un objectif de désarmement à la hussarde, eh bien tout cela met le Liban encore une fois dans une situation très risquée. Je vais aller au pas de charge pour survoler 6 périodes. Colonisation, mais je n'aurai pas énormément de choses à dire, juste rebondir, la guerre civile, la fausse fin de conflit civil, et je vais couvrir la période des 1990 et puis en revenir à la période beaucoup plus récente. Alors, en tout cas, en tant que Libanaise d'origine, moi, on m'avait pas vraiment on m'avait pas enseigné les caractères extrêmement violents de la colonisation française, du mandat français, mais il faut savoir que cette histoire est également violente, notamment par rapport aux chiites. Il y a eu des confrontations directes, il y a eu les grands événements et les grands massacres de Jabal Ahmed, donc c'est dans le sud du Liban. Et puis structurellement, le découpage des frontières et lui-même est un acte de violence parce qu'on est en train de rompre des continuités géographiques, sociales, économiques. Et en plus, en marchandant, on se dit, 7 villages du sud chiites, ils vont tomber dans l'escarcelle de la Palestine mandataire et donc ultérieurement d'Israël. Et qui plus est, l'État libanais, on l'a évoqué d'une certaine manière, c'est un État qui est une coproduction essentiellement franco-maronite, plus maronite que française,
Néanmoins, ça reste une production qui est assez élitaire. C'est pas quelque chose qui vient de la base. Saut dans le temps, Deuxième Guerre mondiale, dynamique de l'indépendance, et là aussi, le pacte national libanais est davantage le fruit d'un accord entre élites plutôt que quelque chose qui est amené par la base. Et puis, très peu de temps après l'indépendance du Liban, eh bien, qu'est-ce qu'on a? La création de l'État d'Israël, qui se traduit notamment par le nettoyage ethnique des Palestiniens et un afflux de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés. Ensuite, nous avons la mise en place de la guerre froide. Cette guerre froide va aussi avoir comme écho une guerre froide régionale dans le sens où les acteurs régionaux vont essayer aussi de se positionner, essayer de s'affirmer. Donc voilà vraiment un millefeuille. Et le Liban a ce privilège d'avoir été à la confluence de toutes ces tensions. Puis, il y a les fameuses 30 inglorieuses du Liban. Pourquoi? Parce que c'est les 30 premières années du Liban indépendant, mais l'État, c'est un État essentiellement du laisser-faire. Ce sont les communautés qui gèrent l'essentiel de l'hospitalisation, de l'éducation, etc. C'est un État qui ne fait rien face aux exactions libanaises et puis qui est en démission sécuritaire. Et là, je fais référence notamment à son acceptation de l'accord du Caire qui permet en fait structurellement à l'OLP d'être présente et d'agir à partir du Liban, notamment le Liban Sud, d'où le terme de Fatahland, les activistes palestiniens qui se battent contre Israël à partir du territoire libanais. Et en parallèle, on a la montée en puissance de ce qu'on appelle le mouvement des Lakhounis, donc essentiellement chiites. C'est initialement des revendications de justice sociale qui vont progressivement se militariser avec la création d'Amal quelques mois après le début de la guerre dite civile. Alors, je ne reviens pas là-dessus, multiplicité d'acteurs, ABCD, tout ça change avec les enjeux, les niveaux. Moi, je me focalise sur le sud du Liban. Le sud du Liban, il a toujours, depuis 48, il a été l'objet de frappes relativement régulières de la part des Israéliens, mais toujours très très ponctuelles. En 78, là, c'est vraiment l'assaut, une première invasion. Puis ensuite, en 82, une deuxième invasion beaucoup plus sévère avec un siège d'une partie de Beyrouth, l'expulsion de l'OLP. Et puis, nous allons avoir les massacres de Sabra et Shatila. Et c'est dans ce contexte-là, qui est extrêmement clivé, extrêmement violent, que nous avons la naissance du Hezbollah, avec une convergence de son agenda avec celui de la République révolutionnaire iranienne, hein, et son agenda, c'est un soutien notamment à la cause palestinienne. Alors, je ne m'attarde pas sur le contexte de la fin de la guerre dite civile, je voudrais juste souligner l'une ou l'autre chose qui ont été dites tantôt. Le consensus régional et international fait atterrir le Liban en 90-91 sur une double occupation. Israël au sud, la Syrie partout ailleurs, une tutelle syrienne sur le Liban et deux milices qui ne désarment pas, le Hezbollah là où il y a la Syrie et l'armée du sud Liban là où sévissent encore les Palestiniens. Et donc c'est une double occupation. On parle de souveraineté libanaise, de reconstruction post-conflit sous deux occupations et avec un pouvoir qui j'appellerais interstitiel et qui plus est avec montée en puissance du partage des prébendes confessionnelles, une reconstruction qui est très centrée sur Beyrouth et qui oublie ses périphéries, qui sert les intérêts de certains et pas de l'ensemble de la population. Et le Hezbollah va transiter d'une milice parmi bien d'autres jusqu'à être la figure de la résistance à l'occupation israélienne. Et c'est le lieu où finalement toutes les ratées du processus de paix israélo-palestinien vont se manifester.
Jusqu'en 2000, Israël, donc dans un contexte de panne du processus de paix, eh bien Israël décide de se retirer unilatéralement. Le terme est vraiment super important et c'est le Hezbollah qui apparaît comme étant le libérateur de cette région-là, l'État libanais ayant quasiment très peu fait, et il n'y fait en fait qu'un retour figuratif. Par ailleurs, la communauté internationale considère qu'on repart sur une page blanche et le contexte va bientôt évoluer de manière à compliquer encore les conséquences de ce retrait unilatéral. Alors tout ce qu'on voit après la période de 2000, c'est vraiment une polarisation avec le retour de la coercition, de la violence, de la chaotisation. Je vous emprunte ce terme-là. Alors, on a un coup sur coup la deuxième intifada, on a le 11 septembre avec la focalisation sur la lutte contre le terrorisme, les invasions de l'Afghanistan, de l'Irak. Et puis, en fait, on va voir surgir dans ce creuset-là comme deux polarisations, avec d'un côté l'axe du bien, de l'autre côté ceux qui sont considérés comme faisant partie de l'axe du mal, ça comprend le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, etc. Et on va parler de plus en plus de croissants chiites reliant donc le Liban en guillemets chiite et jusqu'à l'Iran. Et la communauté internationale, essentiellement les puissances occidentales, vont profiter des premières élections présidentielles pour essayer donc de faire table rase sur les 14 années qui venaient de passer, pour essayer maintenant d'émanciper le Liban de l'emprise syrienne. Et donc, nous avons une déstabilisation, la résolution 1559, qui voulait le retrait syrien, la démilitarisation du Hezbollah, etc. Et donc, nous allons voir toute une série d'événements violents, dont l'assassinat de Hariri. Nous avons l'épisode de 2006. Alors, je passe le contexte simplement pour souligner que malgré la sévérité de ce qu'ont vécu les Libanais à ce moment-là, le Hezbollah sort de cette guerre renforcé plutôt qu'affaibli. On parle de divine victoire et le Hezbollah devient ce qu'on appelle dans notre jargon un veto power, c'est-à-dire on ne peut pas faire avancer la politique libanaise sans son accord. Alors, le Liban officiel se contorsionne, comme souvent, et la communauté internationale va continuer à instrumentaliser ces divisions-là. Ce qui est important, c'est que l'armée libanaise, maintenant que la Syrie s'est retirée, on aurait pu se dire, c'est l'occasion pour elle de se renforcer. Et en fait, ça reste une armée de briques, de broc. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas l'équiper d'un matériel significatif. Et de l'autre côté, parce que vous avez aussi l'incurie nationale. Ensuite, c'est un Liban officiel qui va être très inerte par rapport aux violations quasi quotidiennes de l'espace aérien, maritime israélien du Liban. Et puis, on va voir un retournement, notamment, vous le savez, après l'invasion de l'Irak, on va avoir plutôt un renforcement des dynamiques djihadistes, la radicalisation. Eh bien, l'armée libanaise va surtout être mobilisée et soutenue par la communauté internationale pour qu'elle fasse, en fait, de la police antiterroriste en interne. Nouvelle couche de complexité, les printemps arabes qui vont échauder les principaux États arabes par rapport à toutes les mouvances islamistes. Pensons à l'Arabie Saoudite, à l'Égypte, etc. Et puis aussi, bien sûr, la guerre en Syrie. Et tout cela approfondit les clivages régionaux, internationaux. Et nous allons très vite voir en Syrie, là où l'impact sera le plus grand pour le Liban, une militarisation significative. Le Liban va importer cette violence djihadiste. La Hezbollah va considérer qu'il est face à une menace existentielle et prêter son soutien au régime d'Assad. Et pendant quelques années, c'est là que vont se manifester ces bras de fer avec Israël.
évidemment un flot de réfugiés syriens avec une fragilisation d'un pays dont les institutions, les infrastructures publiques étaient déjà fragiles. Et puis nous avons Monsieur Trump qui, lors de son premier passage à la Maison Blanche, va faire exploser un certain nombre de choses. Déjà révocation de l'accord autour du nucléaire iranien, feu vert à Israël pour coloniser, tenter plus, et pour annexer des territoires comme Jérusalem-Est et le Golan syrien, et puis les fameux accords d'Abraham qui déjà devaient faire la paix éternelle. Alors j'en arrive, tout cela est constitutif du contexte qui a permis le 7 octobre, là aussi je me retrouverai ce soir au poste de police, et la réaction, eh bien, c'est qu'on va voir s'approfondir la polarisation avec un Occident qui se met presque comme un seul homme derrière Israël, une très grande inertie de la part des États arabes, et en fait, on voit simplement des acteurs non étatiques, dont le Hezbollah, essayer de soutenir le Hamas face à cette réaction extrêmement violente, voire génocidaire d'Israël. Alors, pendant un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, on va voir vraiment une logique escalatoire donc entre Hezbollah et Israël, et c'est Israël qui mène le crescendo. Et comme vous le voyez, c'est sans doute trop petit pour que vous puissiez voir les dates et le détail, mais très vite, Israël va cibler des journalistes, des familles, des civils, etc. Et le Hezbollah va constamment essayer de répliquer malgré des actions initialement extrêmement ciblées de sa part. Et déjà à la mi-juin 24, on a une véritable disparité du nombre de victimes civiles dans les conflits. Alors, ceci est très important à voir, très intéressant. Tout ce qui est bleu, ce sont les attaques israéliennes sur le Liban. Tout ce qui est orange, ce sont les attaques du Hezbollah sur Israël ou sur les positions israéliennes au Liban. Comme vous le voyez, il y a une disparité significative. Et quand on regarde les chiffres, à la grosse louche, les attaques israéliennes sont 21 fois plus létales que celles du Hezbollah. Et puis en septembre 2024, on connaît la suite. Israël décide d'opter pour une escalade complète. Hein. Je vous passe les détails. Et plutôt que de se dire l'assassinat de Hassan Nasrallah, c'est un objectif voilà en soi, arrêtons-nous là. Et ben ils vont pousser avec une opération terrestre. Alors, on a parlé de gazaïfication du Liban. Des destructions extrêmement massives, plus vous voyez des zones sombres, et c'est là où les destructions sont les plus massives. Et comme vous le voyez, là encore, on a une disparité phénoménale en termes de victimes. Et puis, on a le 27 novembre l'entrée en vigueur du cessation des hostilités, mais en fait, il s'avère très vite que cette cessation des hostilités est totalement unilatérale. Le Hezbollah s'arrête de tirer, mais Israël ne s'en prive pas, avec un assentiment de la communauté internationale, quand bien même on avait réussi à faire élire et à faire nommer les deux chouchous de la communauté internationale, le président Aoun et Monsieur Nawaf Salam. Alors, je passe les détails de ce qui est concrètement fait, à la fois par la FINUL, mais également le Liban, pour insister sur le fait qu'on assiste à une situation vraiment délétère, où les autorités libanaises, elles ont beau vouloir montrer leur bonne volonté, eh bien les frappes israéliennes ne s'arrêtent jamais. Et c'est une réalité qui est à la fois très violente pour les habitants du Sud et aussi qui contribue à l'affaiblissement, la délégitimation des autorités libanaises. Et on ne parle pas de quelques violations. La FINUL elle-même avait dénombré au bout d'un an plus de 10 000 violations du cessez-le-feu, avec des positions conservées par Tsahal, et puis une réalité extrêmement violente, comme je vous le disais, donc destruction de villages entiers, même après l'entrée en vigueur de la cessation des hostilités, et puis un ciblage de tout ce qui permettrait une reconstruction. Et puis, dans les derniers temps, Israël qui rentre, qui tue, qui kidnappe, etc., et qui va disperser du glyphosate
etc. Et donc, cette situation, vous le comprenez bien, elle est tout à fait insupportable, mais ignorée par la communauté internationale. Et bien évidemment, nous, on voyait venir de nouvelles violences et on n'a pas eu tort. Pourquoi on précisait cette violence? Non seulement ce qu'on voyait au Liban, mais parce qu'on voyait Israël faire ce qu'il fait, ce que l'État fait à Gaza et ailleurs, dans le sud de la Syrie, là où vous n'avez pas de Hezbollah ou l'équivalent, et puis on a vu faire par rapport à l'Iran, où là encore, ça a été le trigger, l'incitation pour le Hezbollah de re-rentrer. Alors j'aurais voulu vous lire ce passage d'une déclaration de Jean-Noël Barrot, simplement pour dire qu'il y a un retournement quand on lit cette citation, enfin cette déclaration, on voit bien qu'il marche complètement sur la tête par rapport aux Libanais. Et je vais quasiment conclure en disant ce que vivent aujourd'hui les Libanais, et notamment la communauté qui, de manière indiscriminée, c'est des violences qui sont d'une très, très, très grande cruauté. Et cette grande cruauté va, en fait, elle génère de l'humiliation, elle génère de la souffrance, etc. Et on est véritablement mal barré, d'autant plus que le gouvernement a posé des choix qui, en fait, le fragilisent et qui fait que si nous devions le noter, on mettrait sans doute quelque chose de proche de 0 sur 2 sur 20. Et donc voilà. Alors, j'ai dépassé mon temps de parole, j'ai 2 minutes. Ah, c'est très bien. Donc, le gouvernement actuel s'est isolé des dynamiques régionales et il négocie de la position la plus faible qu'il puisse concevoir. Les dangers sont multiples et il faudra voir comment il va pouvoir, est-ce qu'il va pouvoir naviguer ou est-ce qu'on va lui imposer une paix provisoire comme on lui en a imposé une à la fin de la guerre dite civile avec des révocations ou est-ce que enfin quelque chose viendra de l'intérieur? Merci et désolé d'avoir dépassé. Et ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure, le concept qu'il faudrait reprendre si on avait le temps, c'est-à-dire, et que les journalistes utilisent comme ça, comme si c'était presque anodin, c'est-à-dire la notion de paix par notre force. Il faut voir ce que ça signifie, la paix par notre force. Ça veut dire qu'en fait, on écrase l'autre, on exige sa reddition, et on commence évidemment par l'assassinat des dirigeants. On tue les gens du Hamas, on tue Hezbollah, on tue évidemment les dirigeants de l'Iran. Il faudrait vraiment aller au bout de cette compréhension de ce que signifie la paix par la force, qui aboutit finalement à un désastre et puis surtout, au fond, un échec dans les objectifs qui prétendait atteindre. Et je voulais juste vous demander, selon vous, que devrait faire la diplomatie française pour justement essayer d'aider au mieux les Libanais, l'État libanais, et essayer de sortir de cette situation. Merci. J'ai plus une question sur l'actualité qui est en train de se passer minute après minute, notamment avec l'élection du G7 de Donald Trump sur peut-être la nécessité pour la Syrie. C'était intéressant du coup de voir ces rappels historiques sur la Syrie, de prendre la main après Israël pour gérer le Liban, même si on ramène ces retours vers le futur. Je voulais savoir tout simplement comment vous envisagez la situation après le rappel de l'affaiblissement de l'État et d'une forme de victoire peut-être stratégique de l'Iran et peut-être la Hezbollah qui confirme son rôle indispensable de son pouvoir de veto. Enfin, comment vous envisagez la situation, sachant que le Liban a annoncé qu'il allait continuer ses négociations, voilà, malgré l'impasse que vous avez bien expliqué, en parallèle à la iranienne, dont voilà, Israël a déjà dit qu'elle ne respecterait pas cesser le feu et se retirer du Liban. Je sais pas à qui s'adresse cette question. Aux trois, c'est pas de problème. Une troisième question, puis après on passe. La séquence actuelle que traverse le Liban, marquée par des négociations bilatérales à Washington improductives, un accord entre les États-Unis et l'Iran qui engloberait le Liban, et surtout une multiplication d'annonces de trêve jamais suivies d'effets, ne révèle-t-elle pas une transformation de la fonction même du cessez-le-feu au Liban, devenu plus un levier au service des puissances étrangères qu'un instrument de pacification? Et pour reprendre la formule de Monsieur Tueni, assiste-t-on à des cessez-le-feu pour les autres? La diplomatie française,
savez, c'est très simple de répondre à cette question. C'est de retourner au droit international. Moi, ce qui me frappe dans la diplomatie européenne, je parle pas de la diplomatie française parce qu'elle est exemplaire, elle est formidable, donc elle n'est pas critiquable. Mais ce qui me frappe dans la diplomatie européenne, c'est deux choses. C'est oublier le droit international que pourtant l'Europe a inventé et qu'il n'y ait pas eu de rappel au droit international lors de l'opération à Caracas, lors du 28 février et de la guerre d'agression menée contre l'Iran, lors de quantité d'autres épisodes, moi, me préoccupe beaucoup. Parce que si l'Europe abandonne la référence au droit international, qu'est-ce qui lui reste comme ressource? Et l'autre élément qui me choque dans la diplomatie européenne, et vous y incluez tous les pays que vous voulez, c'est la diplomatie d'indifférence. C'est-à-dire, et ça, il faudrait faire un livre sur la diplomatie d'indifférence parce que c'est devenu un élément essentiel du jeu diplomatique actuel. C'est-à-dire, on peut appeler ça la diplomatie de l'autruche, on peut appeler ça de quantité de façons, c'est-à-dire de masquer son impuissance à travers deux maquillages, celui de la gesticulation arrogante, ou d'envoyer un porte-avions dans le Golfe, on se demande à quoi ça peut servir, sauf à effectivement augmenter les déficits publics, voilà. Et puis d'autre part, effectivement, vous ne vous exprimez pas, ne vous exprimez pas. La colère sociale qui se développe dans le monde et en particulier chez nos étudiants vient essentiellement de cette diplomatie d'indifférence. Donc, surmonter l'indifférence et retourner au droit international, ben, ce serait déjà pas mal. Hein. Maintenant, dire qu'on va déminer parce qu'on est les meilleurs des démineurs, etc., etc. Bon, si ça peut amuser les galeries, c'est toujours, mais c'est pas le problème. Sur votre question que vous posez à propos de l'actuelle situation au Liban et de cette prétention à travers non pas cet accord mais ce mémorandum, Understanding Memorandum entre l'Iran et les États-Unis, moi je crois que ça ne débouche que sur ce que j'appelais la reconflictualisation. C'est-à-dire que de ce que l'on sait de ce mémorandum, il apparaît très clairement que pour tout faire tomber, il suffit de reprendre des frappes sur le Liban. Vous dites que M. Netanyahou a les mains liées, moi je vois pas en quoi ses mains sont liées. Il reçoit un drone du Hezbollah où il s'envoie un drone sur la tête pour dire que ça vient du Hezbollah, et il a une autoroute pour reprendre la guerre et donc pour anéantir les perspectives d'un accord entre l'Iran et les États-Unis. Ça veut dire que la guerre repasse devant la paix. C'est-à-dire que la règle du jeu régional, c'est la dynamique conflictuelle. Et ce conflit, je peux le provoquer à n'importe quel moment. Alors évidemment, venant de la part du gouvernement israélien, mais venant aussi de la part du Hezbollah, venant de la part de quantité d'acteurs. Donc, cette nouvelle grammaire qui se banalise, elle fait du conflit l'élément moteur du jeu international. Et donc, personne n'a les mains liées pour cette affaire. Personne n'a les mains liées. D'ailleurs, même M. Netanyahou se paye le luxe de dire, mais de toute façon, ça nous concerne. Ben non, je vais commencer par là pour dire effectivement aujourd'hui des termes comme cessez-le-feu, comme paix, comme souveraineté, ce sont des termes juridiques ou en tout cas qui ont une certaine compréhension et qui sont totalement dévoyés. On va vous expliquer que la souveraineté du Liban, c'est juste l'armement du Hezbollah, mais pas les frappes israéliennes quotidiennes. Je vous regarde. Le cessez-le-feu, j'ai essayé de vous montrer. Le cessez-le-feu, il n'a jamais été qu'unilatéral. Et là, du coup, donc, la dame a tout à fait raison. Donc, on est face à un dévoiement de la terminologie la plus basique pour en faire un instrument de militarisation. Et je voudrais lier avec la question. Et là, je ne peux pas m'empêcher de ne pas lire ce passage de la déclaration de Jean-Noël Barrot le 20 mars 2000. Oui,
J'ai cru que je m'étais trompée. Le 20 mars 2026, donc il passe à Beyrouth, d'être laminé, et puis en Israël, et ce monsieur nous dit, tenez-vous bien, la dramatique escalade au Liban, provoquée par la décision inadmissible et irresponsable du Hezbollah, que nous avons condamné avec la plus grande fermeté, de se joindre aux agressions iraniennes contre Israël, faisant primer le soutien au régime de Téhéran sur la stabilité et la sécurité du Liban et entraînant ce pays dans une guerre dont personne ne voulait. Alors, rappelez-vous, qui enclenche l'agression le 28 février? Est-ce que le 28 février au matin, Israël ne s'était pas encore une fois levé en frappant encore le Liban? Et donc, je pense, un des éléments, il faut arrêter d'être dans ce binarisme. Je pense que ça dépasse même cette question de l'indifférence. C'est vraiment une politique qui devient profondément biaisée et qui en devient incapable non seulement de mobiliser le registre du droit international, mais même de lire les chronologies, de pouvoir qualifier. Personne d'entre nous, j'ai parfois l'impression de devenir la fan club du Hezbollah. Il ne s'agit pas de cela, mais bien évidemment, il faut comprendre, secouer un peu aussi non seulement l'indifférence, mais l'amnésie sur le long terme et sur les événements de la veille aussi. Oui, c'est vrai, les historiens sont très bons pour prédire le passé. Pour l'avenir, c'est plus difficile. Donc, je ne vais pas faire des projections dans l'immédiat, sauf que depuis longtemps, dire qu'on va vers le pire. Et à chaque fois qu'on va vers le pire, je dis, ce sera encore pire. Et ça fait au moins 10 à 15 ans que je le dis, donc je voudrais me tromper. Mais j'arrive pas. Pour la diplomatie française, en 1975, M. Giscard d'Estaing était au voyage aux États-Unis, c'était le début de la guerre civile. Bon. Et à la Nouvelle-Orléans, il a proposé l'envoi de l'armée française à Beyrouth pour séparer les combattants. Faire ça aux États-Unis, c'était évidemment le sens du contingence parfait. Les chefs militaires français, on n'a pas les moyens. Parce qu'à l'époque, il y avait bien le service national, mais il était interdit d'envoyer le contingent en situation de combat. Donc, il aurait fallu prendre des unités professionnelles. Et par rapport aux forces qui se trouvaient déjà au Liban, l'armée française ne pouvait pas. Donc, à partir du moment où on n'avait plus de bras armés, on n'en a plus de bras armés, on a fait de l'interposition de la multinationale en 82, etc. Et l'autre chose, c'est qu'on a une articulation avec la diplomatie européenne. Là. Le problème avec la diplomatie européenne, j'espère que tu ne vas pas me contredire, c'est que les Européens sont tellement épuisés à pouvoir arriver, ils puissent tellement arriver à un compromis entre eux, qu'une fois qu'ils sont arrivés à une décision, ils n'ont aucune force pour l'appliquer. On en revient à le droit international, il a connu des hauts et des bas. Il y avait certains, la chansonnier allemand en 1914, qui avait dit que c'était un chiffon de papier, c'est bon. Oui, il y a fait des progrès depuis le droit international. Il y a quand même beaucoup de normes qui ont été écrites, produites. En 1914, il n'y avait pas de cour pénale internationale. Aujourd'hui, il y en a une. Le droit international se renforce. C'est les États qui ne le respectent pas. Mais si vous grillez un feu rouge avec votre bagnole, c'est pas la faute du droit, c'est la faute du conducteur. Bien faire attention à nous. À partir du moment où tu parles de policiers, on retombe sur les logiques d'ingérence et d'implication. C'est là le problème. Si on prend tous les progressistes du monde, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, finalement, on fait une intervention tous les quarts d'heure, quelque part dans le monde, pour la bonne cause, X, Y ou Z. Et ensuite, j'avais participé, j'avais même organisé avec le Hezbollah il y a 2003, c'était un bail. Il avait demandé de plancher sur l'Europe et la Palestine. C'est décrit la totalité de toutes les erreurs européennes sur la Palestine depuis
Et puis je leur ai dit, maintenant, vous voulez qu'on intervienne? Et là, ils étaient embêtés. Parce qu'on sollicite des interventions. Tout à l'heure, parce que quand on parle des États, moi je pense simplement à des chefs d'État. Mais c'est marrant parce que le mot chef d'État nous ramène à une dimension très humaine. Les chefs scouts, chefs de section, chefs d'État, ça ramène au bonhomme, quoi. Et tout à l'heure, et donc tu parlais à juste titre d'indifférence, c'est aussi souvent de la pusillanimité qui les anime ou qui les immobilise, tu vois. Et tout à l'heure, il y a une anecdote, enfin, un truc qui s'est passé à Évian, là. Vous savez, les sept se sont retrouvés. Et on a vu le chancelier allemand qui est arrivé autour de la table. Il va droit sur Trump, tout le monde allait voir Trump, et il sort un maillot de l'équipe d'Allemagne avec le numéro 47, quoi. C'était vraiment le faillot du groupe, quoi. Il fallait qu'il se fasse bien voir. Et les relations internationales, c'est ça aussi, c'est des choses très concrètes, des relations entre les personnages et beaucoup de pusillanimité. Moi, c'est ça qui me frappe, quoi. Quant au droit international, juste un mot, moi, qui m'a beaucoup choqué, et ça va aussi dans ton sens, évidemment, c'est la résolution 2803. Ça vous dit sans doute rien, la résolution 2803 de novembre 2025. C'est la résolution qui vient, en quelque sorte, mettre en musique le plan, comme tu dirais, Trump, le plan Trump. Et cette résolution du Conseil de sécurité n'est qu'un copier-coller de ce qu'a dit Trump. Et à aucun moment, et pour la première fois dans l'histoire des résolutions consacrées à la question palestinienne, il n'y a aucune mention des précédentes résolutions. Aucune. C'est-à-dire qu'on a un texte complètement vide. C'est le Conseil de sécurité qui se dévitalise lui-même. Vraiment. Et il y a même des formules que je cite tout le temps parce que c'est extraordinaire. À un moment donné, sur un point important, le Conseil de sécurité dit, le Conseil de sécurité croit savoir. Il croit savoir que les institutions sont financées de cette façon. C'est-à-dire qu'il reconnaît lui-même au fond, qu'il n'a plus de rôle à jouer, qu'il est simplement l'instrument de Trump. C'est quelque chose de très impressionnant. Comme on dit, au cœur même des Nations Unies, il y a une dévitalisation. C'est quand même très préoccupant. Comme sur le Sahara, où on emploie le conditionnel. Voilà. On pourrait suivre la proposition, le plan marocain. On pourrait, que vaut en droit le mode constitutionnel? Croit savoir et on pourrait. Voilà où nous en sommes, alors que le droit international, effectivement, a fait des progrès considérables. Malheureusement, ce sont les hommes qui le tiennent. On passe un peu, sinon... Je suis une histoire cinéaste d'origine libanaise et je voudrais vous demander, vous ne pensez pas que ce qui fait quand même survivre le Liban, c'est sa culture? Parce que d'Amin Maalouf à Nadine Labaki, les cinéastes libanais, Borhan Alaoui, Joseph Saab, etc. Quand même, le Liban a exporté plus que des choses hybrides. Il a exporté la culture et je crois que quand on se bat pour la culture, on se bat contre la guerre, comme écrivait Freud à Einstein. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est vous avez dit tout à l'heure que les milices libanaises avaient disparu suite. Je ne pense pas qu'elles aient tout à fait disparu, puisque de temps en temps, elles sont quand même là pour une petite provocation. Et puis la deuxième remarque, c'était au sujet de l'ONU, au niveau international. Je pense que Trump a fait une proposition à un moment donné, c'est de créer sa propre ONU, avec ses propres lois. Conseil de la paix. J'y vois pas trop de soucis, puisque de toute façon, c'est la loi du plus fort. C'est la puissance numéro 1 qui fait ce qu'il veut. Non. Évidemment, nos puissances européennes restent comme des acteurs de seconde zone. Il fait pas ce qu'il veut. N'est-ce pas? Il fait rien de ce qu'il veut, justement. Je pense qu'il répond à certains points de vue. Voilà, qui n'est pas quand même assez bon. La réponse a fusé, mais il va la reprendre. Allez, troisième question. Pardon, je vous ai coupé. Je m'appelle Fatima Charapoudou, je suis libanaise. Je prépare un projet doctoral qui est suivi par mon mémoire de master sur la guerre, comment elle était vécue à distance par la diaspora libanaise en France. Et d'après vos différentes interventions, vous avez évoqué beaucoup la question identitaire et le confessionnalisme politique et comment les Libanais sont répartis entre deux camps, le camp occidental et le camp au pays arabe. Et c'est vraiment
c'est une question qui m'interpelle beaucoup dans ma recherche parce que je mène une recherche interdisciplinaire. Ma question est comment peut-on comprendre la question identitaire libanaise sans entrer dans les clichés, sans entrer dans les préjugés, sans entrer dans la généralisation qu'on impose sur les Libanais et sur les Libanais du Liban et les Libanais en France et les Libanais partout. Et comment peut-on examiner cette question au niveau scientifique d'un point de vue de recherche? Mais merci infiniment. Je pense que vraiment l'ethnographie va vous renseigner. Et à vue de nez, parce que je n'ai pas travaillé, mais je discute énormément avec les gens, les réactions et la manière de vivre ce qui se passe depuis 2023-2024 au Liban et plus généralement dans la région est en train de faire exploser dans une certaine mesure, pas totalement, mais dans une certaine mesure les contours des identités. Et aujourd'hui, je connais un certain nombre de personnes qui traditionnellement auraient été très peu empathiques avec les communautés chiites et certainement avec le Hezbollah, qui sont aussi révoltés que leurs co-religionnaires par rapport à ce qui se passe. Et donc, il y a vraiment, et vous ne pouvez arriver à visibiliser cela que par un travail d'ethnographie auprès de ces personnes. Donc voilà, je vous recommande fortement. Oui, vous avez raison. Je pense que un des meilleurs produits d'exportation ou les deux produits d'exportation majeurs du Liban, c'est sa gastronomie et sa culture. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'il y a un Liban qui se vit sur son territoire et qui est un Liban ensanglanté par les autres et par lui-même. Et puis vous avez un Liban qui est dans une autre dimension, qui lui permet de vivre, mais ce n'est pas le même Liban. Alors, non pas qu'il n'y ait pas de connexion, mais ce n'est pas le même Liban. Donc voilà, je ne suis pas spécialiste de la question, mais voilà, peut-être qu'il y aurait d'autres... Oui, si vous tapez mon nom sur Internet, vous trouverez la phrase qui m'a rendu le plus célèbre. Si vous avez compris quelque chose au Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Première chose. Bon, pour la milice, moi, ce que j'adore, c'est l'histoire du canon de 155 français. La France, bon, l'Irak, durant la guerre Irak-Iran. Ensuite, l'Irak le refourgue, aux forces libanaises, dans la fin de la guerre libanaise. Quand je dis désarmement des milices, elles existent encore, mais elles n'ont plus d'armement lourd. Et par exemple, les 155 des forces libanaises, elles ont été retransmises par les forces libanaises à Israël pour les vendre en Yougoslavie. Donc ensuite, on les a retrouvées à Sarajevo. Donc il y a une internationale de l'armement et des milices, d'ailleurs. Alors, sur les identités libanaises, dans les années 60, il y avait un slogan publicitaire libanais qui était excellent, qui était « Bienvenue dans votre seconde patrie ». Et alors, quand le président Helou recevait les vœux de la presse, il s'adressait aux journalistes en disant « Bienvenue dans votre seconde patrie ». Parce qu'il pensait que toute la classe politique libanaise et les journalistes étaient payés par d'autres puissances. Et donc, le Liban, ce n'était que la seconde patrie gens-là. Alors, pour revenir à l'aspect anthropologique, je crois qu'il y a aussi une des causes qui est quand même l'anthropologie de la violence et qui a été caractérisée de façon magistrale, hélas, par Moussa Sader, en 73, si mes souvenirs sont bons. Les armes sont l'ornement de l'homme, El-Sinar, Zinat el-Rijal, et c'est à la fois l'apologie de la violence et du viridisme. Et c'est aussi ce qui a expliqué un certain nombre de comportements dans les différents épisodes des guerres libanaises, ce côté de la violence et cette apologie. Alors maintenant, évidemment, les Libanais voudraient que ça cesse. C'est intéressant. C'est... Alors, la dernière chose pour votre thèse, j'ai un collègue, Nabil Beyhoun, qui dans la fin des années 80 a fait un texte admirable. Alors, il faudrait que vous arriviez à le retrouver. Il avait montré que la société libanaise fonctionnait par espace de communication. C'est-à-dire, il y a des endroits
où les gens se rencontrent, ils discutent, et des endroits où ils se bagarrent, où ils s'opposent. Et montrer que, par exemple, la destruction du centre de Beyrouth dans les premiers mois de la guerre civile était en fait une volonté de détruire les lieux de communication. Et ça lui permettait d'expliquer pourquoi les gens de la diaspora se parlaient entre eux. Parce qu'ils étaient dans des espaces de communication et pas dans des espaces d'opposition. Et ça marchait très bien comme le cinéaste libanais Mahmoud Bardadi, je me souviens, avait fait ce film en tête où il y avait une vendetta libanaise qui se poursuivait dans Paris. Je vous rappelle qu'à Beyrouth-sur-Seine, ça a été une insurrection. Et c'était une insurrection parce que c'est pas nous. Parce que, en effet, à Beyrouth-sur-Seine, les chiites, les sunnites, les maronites, etc., se parlaient, mangeaient ensemble. On peut avoir monté le ton sur certaines questions, mais il y avait le refus total de la violence. Et dans les diasporas, il y a eu un refus total de la violence et un refus de l'importation de la violence venue de la société libanaise. Oui, très rapidement sur ces 3 points sur la culture, madame, vous avez tout à fait raison. En demi-persan que je suis, j'ajouterais que le cinéma iranien, c'est exactement la même chose. La force d'un Panahi ou d'un Farhadi, c'est exactement la même contribution que celle que tu décrivais. C'est ce que moi j'appelle l'énergie sociale, c'est-à-dire ce qui vient des profondeurs de la société, qui ne peut être contrôlé ni géré par aucun leader, aucune idéologie, aucun parti, et qui fait que la société a une dynamique autonome devant laquelle tout le monde est obligé de s'incliner. Et ça, c'est un paramètre essentiel dans les relations internationales. Seulement, évidemment, dans le 20 heures de Monsieur Delafrousse, c'est des choses dont on ne parle jamais. Sur le peace enforcement, justement, est-ce que vous dites non, Monsieur Trump ne fait absolument pas ce qu'il veut. Et ce qui est la révélation de ces dernières années, parce que ça remonte à beaucoup plus loin, c'est justement l'incapacité de ce qu'un ministre des Affaires étrangères appelait maladroitement l'hyperpuissance états-unienne d'imposer sa loi. Et c'est peut-être pour ça que ça dérape. C'est-à-dire que si ça se faisait, comme un certain temps ça se faisait, peut-être que nous n'entrerions pas dans ce cycle de la reconflictualisation dont je parlais tout à l'heure. Mais le Board of Peace, c'est un vide complet. Il n'y a pas un centime dans l'opération. Il n'y a aucune initiative. Qui se souvient du contenu des accords de Sharm el-Sheikh sur Gaza, et on pourrait continuer l'énumération, et maintenant on est aveuglé par le conflit du Golfe, qui montre la totale impuissance des États-Unis. Alors, comme j'adore me faire de la pub, parce que si je m'en faisais pas, qui m'en ferait, moi, en 2003, il y a 23 ans, j'ai publié un bouquin qui s'appelait L'impuissance de l'impuissance, parce que je constatais que dans l'affaire irakienne, Monsieur Bush, déjà, patinait complètement. Hein. Donc, c'est justement ça qui devient important, c'est qu'on ne sait pas quel est le substitut à la logique hégémonique. Et sur la question identitaire, moi, j'ai toujours considéré que les identités n'existaient pas. Ce qui existe, c'est la construction identitaire. Et c'est ce travail permanent de construction, de destruction et de reconstruction des identités qui est l'élément moteur du jeu. C'est-à-dire que cette construction, elle est politique. Elle n'est pas forcément le fait d'acteurs politiques, d'organisations politiques, mais elle est politique dans son essence. Et simplement, il y a, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'identité naturelle. Je voudrais juste dire oui, donc un peu en prenant votre contre-pied, en fait, il fait ce qu'il veut, mais de manière disruptive et pas constructive. Il peut décider d'un certain nombre de choses qui vraiment sortir de l'accord sur le nucléaire, aller attaquer l'Iran, etc., avaliser les annexions israéliennes. Donc, il fait quelque chose, mais il n'obtient pas le résultat qu'on souhaiterait ou que lui souhaiterait. Et peut-être Emmanuel,
je me rends compte qu'on n'a pas vraiment répondu à votre question. C'est tellement boueux pour l'instant qu'on ne sait vraiment pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et qu'est-ce qui va émerger de tout ça. Dans l'ensemble, on n'est pas très optimiste, mais si vous voulez, on en discute tantôt. Jean-Paul, le titre du film dont parler, c'est intéressant parce que ce film vaut vraiment la peine d'être vu. C'est L'homme voilé avec Michel Piccoli et qui a été diffusé sur Arte. Moi, je l'ai vu il y a 15 jours, 3 semaines sur Arte. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais c'est un film de Marouane Baghdadi qui est vraiment super intéressant et qui reprend ce qu'a dit en. Les réactions sur le rage